RFM Midi. RFM Midi. Midi à l'écoute de la radio Futur Média. Voici le grand journal. La Cour d'appel de Paris rejette la requête de l'État du Sénégal. C'était pour la confiscation des biens de Karim Wade. Les avocats de l'ancien ministre d'État crient victoire. Mais pour les avocats de l'État, cette décision de la justice française ne remet nullement en cause celle de la justice sénégalaise. Imam Alioune Badara Ndao et ses co-accusés à la barre. Ils sont jugés dans une affaire présumée terroriste. Ils seraient de connivence avec des milieux djihadistes. Licenciement de 24 employés de Wari. La CNTS FC porte leur combat quand la société évoque des motifs économiques. Cheikh Diop dit n'être pas convaincu. Il annonce une action judiciaire pour licenciement abusif. Les motos Jakarta sont-elles devenues des engins tueurs? En tous les cas, à Thiès, les Jakarta causent beaucoup d'accidents mortels. Reportage dans la capitale du rail. Bonne nouvelle pour les malades atteints du cancer. La carboplatine en rupture sera disponible dans les prochaines 24 heures. La pharmacie nationale d'approvisionnement explique la situation actuelle. Et puis, le commentaire du jour, c'est sur l'État qui semble perdre le sens des priorités. Anna Rocha, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres de l'actualité internationale. Crise scolaire en Guinée, gouvernement et syndicats d'enseignants ont trouvé un accord, mais la crise politique, elle continue. De violentes manifestations ont eu lieu hier encore à Conakry. Guinée-Bissau, le président Jomaf tente de désamorcer le conflit politique. Réunion de crise à l'instant au palais avec les représentants des partis signataires de l'accord de Conakry. À suivre la chronique de Mbaye Sidi Mbaye, ce sera après la page des sports. Le menu sport, justement. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour, avant du football et de la lutte. La suspension de l'acte 2, on en parle dans ce journal, la main lourde du CNG, l'association des amateurs ou alors des lutteurs en activité, en parle et demande la clémence du CNG. Qualification à la CAN féminine de football. Les Lionnes jouent cet après-midi en rencontre amicale internationale. Leur homologue du Maroc, c'est à partir de 17h. Le Sénégal qui se prépare à croiser l'Algérie pour les qualifications de cette Coupe d'Afrique des Nations prévue au Ghana cette année-ci. Nous allons aussi parler des 16e de finale de la Coupe du Sénégal. Démarrage aujourd'hui. Déjà un match à retenir, c'est celui devant opposé Djambar à la Linguère de Saint-Louis. Nous allons aussi nous intéresser au sparring partenaire de l'équipe nationale du Sénégal qui se prépare à jouer la Coupe du Monde. Vous aurez l'avis du sélectionneur de l'équipe nationale locale du Sénégal. Le débat du jour aujourd'hui sur le taux de croissance du Sénégal qui passe de 6,8% à 7,2%. On le commente vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, cette attaque mortelle à Yal Malik, c'est à Nioro, un membre de la bande de voleurs qui tentait de cambrioler nuitamment le domicile d'un grand commerçant de la localité, a été tué par balle. Les faits se sont déroulés cette nuit. Ibrahim Diamé. Leur irruption dans le village de Yal Malik, commune de Darussalam, n'a pas du tout été de tout repos pour eux. Leur attaque s'est soldée par un échec et l'un d'entre eux y a trouvé la mort malgré les coups de sommation qu'ils ont tirés un peu partout dans le village. En réaction à leur tentative de cambriolage qui s'est produit vers les coups de 3 heures du matin, le vieux cible des assaillants qui ne s'est pas laissé faire a violemment riposté en ouvrant le feu sur la bande. Des coups de fusil ont retenti et l'un des présumés voleurs aurait été mortellement atteint par balle avant de succomber sur les lieux. Son corps a été récupéré acheminé par les pompiers après constat d'usage de la gendarmerie. C'était donc une nuit cauchemardesque pour tous les habitants de ce village du département de Nioro. Et bien qu'il ait réagi à sa façon pour se protéger et pour préserver sa vie, le vieux en question a été blessé par les assaillants, des blessures qui ont d'ailleurs nécessité son évacuation à l'hôpital régional de Kaolack où il est en train d'être pris en charge. Pendant ce temps, le reste de la bande qui s'était dispersée nuitamment dans la nature reste toujours introuvable, mais l'enquête ouverte par les éléments de la gendarmerie pourrait certes permettre de les identifier et de mettre la main sur eux. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Attention, les motos Jakarta arrivent. Ces moyens de transport très visibles dans la circulation à Thiès causent beaucoup d'accidents mortels aux piétons. L'imprudence des conducteurs et leur jeune âge seraient à l'origine.
L'on recense des chocs au quotidien dans la capitale du rail, Cheikh Anta Diop. Ici à Thiès, il est fréquent de voir des accidents de taxi-moto Jakarta sur la route. La récurrence des accidents mortels inquiète les usagers et les populations. Oh, il y en a beaucoup à Thiès, il y en a beaucoup. Amis que j'ai connus qui ont été même victimes des accidents de Jakarta et même laissé leur vie. Il n'y a pas très longtemps, là, ma belle-sœur sortant de chez elle pour aller acheter du pain sur la route, il a été tamponné. Jakarta, ouais. Ce conducteur de taxi-moto Jakarta, Samba Diouf, nous raconte son calvaire. Il a été fauché, dit-il, par un véhicule de transport. Je suis victime d'un accident. J'ai même eu une fracture. C'est ainsi que les sapeurs-pompiers m'ont évacué. Quand je suis arrivé dans une grande salle, j'ai trouvé beaucoup d'accidentés. Imprudence dans la circulation, impolitesse. Gabriel Thomas pointe un doigt accusateur sur les conducteurs de taxi-moto Jakarta. Certains ne sont pas aptes, dit-il, à conduire des motos Jakarta. Les gens sont imprudents, ils conduisent très vite. Il y en a qui n'ont pas assez de niveau pour pouvoir conduire. C'est des jeunes qui sont âgés entre 13 et 14 ans. Et voilà, c'est ça. Ils s'amusent avec les Jakarta sans faire attention. C'est comme ça qu'ils provoquent tout le temps des accidents. Parce que ça, ils mettent la vie des innocents en danger. C'est pas bien. Dans la capitale du rail, les sapeurs-pompiers sont en alerte. Il ne se passe pas un jour sans qu'ils fassent des sorties. Dans ce cadre, RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Les malades du cancer seront bientôt soulagés dans les prochaines 24 heures. La carboplatine, qui est en rupture, sera disponible. C'est la directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement qui l'a fait savoir. Dr Annette Sekndiaye explique la rupture. Selon elle, c'est dû au fait que le stock disponible a dépassé sa durée de vie. Nous l'écoutons avec Awambaye. Je voudrais quand même demander à ce que on ne s'inquiète pas et que assurer que la carboplatine sera, Inch'Allah, dans nos murs dans 24 heures. Que toutes les dispositions avaient été prises pour que les produits soient disponibles. La carboplatine était disponible. Évidemment, la durée de vie a été atteinte et avant cela, nous avions donc procédé au renouvellement. Mais comme dans tout système d'approvisionnement où évidemment on peut avoir des aléas dans l'importation, il y a eu quelques retards dans la livraison du produit. Mais je peux vous assurer que nous l'aurons, s'il plaît à Dieu, dans les 24 heures. Il est 12h08, vous suivez le grand journal. RFM. La radio de toute l'actualité. L'actualité judiciaire. L'État du Sénégal perd à la Cour d'appel de Paris qu'il avait saisi pour la confiscation des biens de Karim Wade. La décision a été rendue ce matin et les avocats de l'ancien ministre d'État crient victoire. D'après Maître Seydou Diagne, la condamnation de leur client vise simplement à écarter un adversaire à la prochaine présidentielle. Maître Seydou Diagne est joint par El Hadj Diogoudien. C'est une nouvelle victoire judiciaire pour M. Karim Wade contre l'État du Sénégal. Nous en sommes bien sûr très satisfaits. Il faut rappeler que à la suite de la décision scandaleuse de la CREI qui avait condamné M. Karim Wade, l'État du Sénégal cherche à faire exécuter cette décision de justice devant la justice française. L'État du Sénégal avait déjà perdu, M. Karim Wade avait déjà gagné il y a 1 an et demi devant le tribunal de Paris. L'État du Sénégal n'avait pas lâché prise et avait fait un appel devant la Cour d'appel de Paris, toujours pour saisir les biens de Karim Wade sur le fondement de la fameuse décision de la CREI. Et aujourd'hui, ce matin, la Cour d'appel nous a encore donné raison contre l'État du Sénégal. Et c'est la preuve que la décision de la CREI, qui est le produit d'une manipulation et d'un complot politique contre notre client pour l'empêcher d'être candidat à la prochaine élection présidentielle, n'est pas passée devant la justice française juste et indépendante. Donc aujourd'hui, le message de la Cour d'appel de Paris est très fort, qui est une juridiction aux standards internationaux, impartiale, indépendante, et elle a refusé de cautionner ce qui semble être une décision totalement scandaleuse de condamnation de M. Karim Wade. Et c'est bien la preuve que M. Karim Wade exercera ses droits civils et politiques conformément à la Constitution du Sénégal et qu'aucune manipulation, que ce soit par
d'une décision de la CREI ou par un autre procédé ne l'empêchera d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Maître Seydou Diagne, un des avocats de Karim Wade. La réaction d'un des avocats de l'État dans l'affaire Karim Wade, Maître Moussa Félix Sow, parle d'une décision de la justice française qui est souveraine. Selon lui, le délit d'enrichissement illicite n'existe pas dans le droit français. Toutefois, il précise que cette décision ne remet nullement en cause la décision de la justice sénégalaise. Écoutons Maître Moussa Félix Sow, toujours au téléphone d'El Hadj Ndiogoudien. L'infraction d'enrichissement illicite ne faisait pas partie du code pénal français. Et si la Cour d'appel a confirmé, c'est que probablement la Cour d'appel a suivi le tribunal d'instance. Mais pour beaucoup plus de précision, ou en tout cas de précaution, il faudrait peut-être attendre d'avoir la décision de la Cour d'appel pour connaître la motivation qui a été faite par la Cour d'appel. Cette décision de la Cour d'appel de Paris, un nouveau revers pour l'État du Sénégal, non? Bon, revers, vous savez, chaque pays est souverain. Le Sénégal a dans son corpus pénal l'enrichissement illicite qui est reconnu par la Convention des Nations Unies. La France a ratifié la Convention des Nations Unies. Normalement, il y a un modus operandi qui est prévu par la Convention pour l'exéquature des décisions. Normalement, si la France avait simplement appliqué la Convention des Nations Unies, peut-être on ne serait pas aujourd'hui arrivé à cette décision. Donc, mais il faut respecter la souveraineté d'un État. Ça ne veut pas dire que la décision qui a été rendue par la CREI n'était pas fondée, parce que fondée sur une loi pénale qui existe au Sénégal. Maître Moussa Félixo, un des avocats de l'État, il faut préciser que c'est le procureur général de la Cour d'appel de Dakar qui avait introduit cette requête pour la saisie des biens de Karim Wade à Paris. Les biens de l'ancien ministre d'État sont constitués d'un appartement dans le 16e arrondissement, d'un compte bancaire à la Société Générale de Paris et d'un véhicule Smart. Le procès de l'imam Alioune Badara Ndao et ses co-accusés s'est ouvert ce matin au palais de justice où nous retrouvons Nafissatou Sila. Bonjour Nafi. Antoine Diouf, bonjour. Ils sont poursuivis pour leur présumée connivence avec des milliers djihadistes. Vous nous faites le compte-rendu. Le procès de l'imam Alioune Ndao et compagnie a démarré un peu après 10 heures. Le ministère public, après l'appel à la barre des prévenus, de certains prévenus, a demandé purement et simplement le renvoi de cette affaire à une date ultérieure, parce que tout simplement, deux prévenus, en l'occurrence Alpha Diallo et Mohamedou Lamine Mbalo, n'ont pas été cités dans cette longue liste de prévenus. Une omission ou plutôt une erreur matérielle, parce que l'ordonnance du juge d'instruction doit contenir toutes les filiations, de même que les motifs de renvoi des accusés, et ce n'est pas le cas. Pour cela, selon le procureur de la République, Ali Sirendiaï, un renvoi est possible pour aussi se saisir normalement de ce dossier. Les conseils des prévenus Antoine Diouf ont dit niet. Pour eux, ce dossier ne doit contenir aucune erreur puisque c'est une affaire du ministère public. Les avocats de la défense, Antoine, ont tous abondé dans le même sens. Cette requête, selon la défense, tente juste de retarder le procès et à relever une incompétence du ministère public. Le ministère public, lui, est resté campé sur sa position. Pour l'heure, Antoine Diouf, on n'en est pas encore au plaidoirie, mais ça en a tout l'air puisque les avocats ont tous saisi la barre pour s'opposer à cette sollicitation du ministère public qui lui aussi riposte de temps en temps. Antoine Diouf, pour l'heure, les débats corsés, si on peut dire ainsi, continuent jusqu'à présent dans la salle 4 et le dernier mot revient au juge d'instruction Sambakal. Merci Nafissatou Sila en direct du palais de justice où vous suivez le procès de l'imam Alioune Ndao et compagnie. La CNTS-FC aux côtés des employés de Wari licenciés par leur direction pour des motifs économiques. Le secrétaire général de cette centrale syndicale qui dit n'être pas du tout convaincu par cet argument annonce une action judiciaire pour licenciement abusif. Voici Cheikh Diop avec El Hadj Ndiogoudien. Le problème qui se pose au niveau de notre centrale, c'est que le licenciement pour motif économique ne peut en aucune manière être évoqué. La direction de Wari avait déjà saisi l'inspection du travail pour ça. L'inspection avait donné des recommandations, indiqué le processus qu'il faut
prendre pour le licenciement économique. Nous-mêmes, nous avons saisi la direction de Wari pour ouvrir des négociations au regard des recommandations du Code du travail et de l'inspection. La direction du Wari, malheureusement, a fait fi de tout ça et a décidé de façon unilatérale de licencier nos 24 camarades du collectif. Face à un licenciement abusif, le syndicat ne peut pas rester les bras croisés. Il considère ce licenciement comme étant une délivrance, mais pour autant, nous ne pouvons pas croiser les bras face à cette situation parce qu'il est question de la dignité humaine. On ne peut pas licencier un travailleur qui a fait de Wari ce qu'il est aujourd'hui et de manière la plus mal indiquée, de manière la plus inappropriée face à la loi et même face à la morale. Pour moi, RFM, c'est la radio la plus proche de la population. RFM, toujours plus proche de vous. Antoine Diouf. Et vous suivez le grand journal éducation à Diourbel. Les élèves de la communauté dans la rue ce matin. Ils soutiennent leurs professeurs dans leurs revendications. Ils invitent les autorités à satisfaire les doléances des enseignants. Correspondance Babacar Diouf. Ils veulent étudier, la grève de leurs enseignants les en empêche. Pour le fustiger, ils ont pris les rues de la capitale du Baol. Devant le gouverneur de région, ils ont dit leur mal. On voit la grève scolaire qui se fait depuis trop longtemps et qui, on n'y prend pas garde, risque d'hypothéquer notre avenir. Nous voulions participer afin d'appuyer nos chers professeurs dans leur lutte si légitime. Cependant, autre suite logique de grève dans nos institutions scolaires, l'heure est au bilan. Nous n'avons subi aucune pression pour la prise de cette décision. Pour les rassurer, le gouverneur promet de rendre compte à qui de droit. En tout cas, nous vous remercions d'avoir bien voulu faire cette marche pour exprimer en fait votre dépit. Je reconnais que nous allons en tout cas à notre niveau faire le nécessaire, c'est-à-dire transmettre aux autorités compétentes. Suffira-t-il pour permettre à ces élèves très remontés de retrouver le chemin des classes? Rien n'est moins sûr. Bambey, Diourbel, RFM, Babacar. L'État a-t-il alors perdu le sens des priorités? Question qu'on peut bien se poser quand on entend les autorités annoncer la construction d'un nouveau palais présidentiel à Diamniadio au moment où les urgences sociales sont très nombreuses. Le commentaire de Binta Diallo. Et comme si cela ne suffisait pas, l'on annonce une croissance à 7%. Une croissance contestée d'ailleurs par des économistes qui parlent d'hérésie. Mais même si cette annonce de l'argentier du pays était une réalité, le panier de la ménagère n'en profitera pas comme d'habitude et ne s'en portera pas mieux. Cette croissance annoncée vient s'ajouter à la pléthore d'annonces gouvernementales que les acteurs qualifient d'ailleurs de non prioritaires. La priorité serait-elle la bête noire des régimes? Avec Macky Sall et en direction de la présidentielle de 2019, les Sénégalais ont plutôt droit quotidiennement à de nouvelles hautes priorités. Un deuxième palais présidentiel à Diamniadio que le président Sall veut, dit-il, léguer à la postérité. Mais avant, est-ce que cela veut dire que les antonymes de la postérité n'ont pas droit à des conditions de vie normales, le b.a.-ba même d'une vie décente? Combien ce palais présidentiel va-t-il encore coûter en termes de milliards de francs CFA aux contribuables et dire que cette cagnotte pourrait servir dans l'immédiat à atténuer la souffrance sociale? Les malades de cancer ont du mal à trouver du carboplatine, des ruptures de médicaments en a plus finir, souvent annoncées. Les familles ne dorment plus du sommeil du juste, assaillies par des moustiques parce que peut-être le service d'hygiène n'a pas les moyens de sa mission. Rebonjour le paludisme. Un palais présidentiel alors que les familles ont du mal à se procurer de l'eau en abondance, sans impureté et sans coloration. Un nouveau palais présidentiel et même une croissance à 7% alors que les denrées de première nécessité coûtent toujours cher dans le marché. Un palais présidentiel, un troisième dirais-je, après celui de Roum et de Popenguine, alors que l'école sénégalaise est en perpétuel remous. Les grèves des enseignants risquent d'hypothéquer encore une fois cette année
académiques, les hécatombes aux examens ne semblent pas émouvoir les autorités pour un troisième nouveau palais de la République, alors que les étudiants envoyés dans les écoles privées risquent d'être renvoyés et leur avenir hypothéqué parce que l'État n'a pas honoré ses engagements vis-à-vis de ces établissements. Un nouveau palais présidentiel alors que des errements ont été notés dans la campagne agricole, les paysans qui ont du mal à écouler de façon correcte et convenable leurs graines d'arachide. Un nouveau palais présidentiel pendant que des enfants sont violés, tués et ligotés, et jusque-là aucune réaction musclée des autorités, alors qu'en Côte d'Ivoire, c'est le président de la République lui-même qui est monté au créneau pour dire jamais plus ça dans mon pays. Au Sénégal, que voulez-vous? Les priorités sont ailleurs. C'était le coup de gueule de Binta Diallo. La suite de ce journal dans un instant. RFM. L'actualité internationale. Revoilà Anna Rocha, bienvenue. Merci Antoine Diouf. Fin de la crise scolaire en Guinée. Tard dans la soirée d'hier mardi, le gouvernement et les syndicats d'enseignants guinéens ont pu trouver un accord. L'État s'engage à payer dès la fin de ce mois de mars les 30% restants de l'indice salarial réclamé par les enseignants. Là-dessus, on va écouter successivement Alia Camara, inspecteur du travail, et puis Sebou Camara, lui conseiller particulier du président Alpha Condé. Les parties ont convenu de la levée de la suspension et le paiement intégral des arriérés de salaire du camarade Aboubakar Souma. Le paiement des 40%, dont 10 déjà payés dès février 2018, de la valeur monétaire du point d'indice 1030 à compter du 1er janvier 2018, payable fin mars 2018, tout enseignant muté ou démis de ses fonctions pour fait de grève doit être rétabli immédiatement dans ses droits. Les parties s'accordent que nul ne sera sanctionné ou poursuivi pour fait de grève. C'est un dénouement heureux dont tous les Guinéens responsables et patriotes pourraient se féliciter, et nous souhaitons que le retard que les enfants ont accusé du fait de la grève soit rattrapé afin que l'année scolaire soit sauvée. Une crise scolaire résolue, mais la crise politique, elle, continue. Série de manifestations depuis lundi, notamment à Conakry. Des heurts ont opposé ces manifestants aux forces de l'ordre. Des témoins évoquent 2 blessés dans la ville de Boké. La majorité présidentielle dénonce, Antoine, une tentative de déstabilisation du pouvoir. L'autre Guinée, Bissau cette fois-ci, le président de la République rencontre en ce moment les leaders des partis signataires de l'accord de Conakry. Sont également conviés à cette réunion de crise les représentants de l'ONU, de l'Union africaine, de la CEDEAO et de la CPLP. Ils doivent tous discuter de la formation d'un nouveau gouvernement en Guinée-Bissau. Un premier ministre a été nommé depuis fin janvier, mais toutes ces propositions pour former un nouveau gouvernement ont été rejetées par les partis signataires de cet accord. Hier mardi, le procureur général de Bissau a lui vivement critiqué et rejeté même les sanctions prises à l'encontre de 19 responsables bissau-guinéens par la CEDEAO. Bakary Biaye, lui-même visé par ces sanctions, demande à la CEDEAO de s'expliquer sur les raisons de cette sanction. Bissau, le récit de Noah Mankali. Dans une lettre adressée à Fornia Simbe, président en exercice de la CEDEAO et aussi chef de l'État togolais, Bakary Biaye, procureur général de la République de la Guinée-Bissau, a commencé par se demander s'il est vraiment la personne concernée par les sanctions de la CEDEAO ou un autre citoyen portant le même nom que lui. Biaye a déclaré que dans la liste des sanctions contre les 19 personnalités bissau-guinéennes, les gens n'étaient pas identifiés et aucune référence n'était faite en leur fonction. Les personnes sanctionnées n'ont pas le droit de se rendre dans les pays de la CEDEAO et leurs comptes bancaires bloqués dans les différentes banques de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que d'autres avoirs financiers ont été gelés. Dans la lettre, Bakary Biaye demande à la CEDEAO les raisons de sa sanction sans être entendu pour présenter le contradictoire, un principe qui, rappelle-t-il, est inscrit dans la constitution bissau-guinéenne et dans les instruments juridiques internationaux. Le procureur général de la République bissau-guinéenne indique également qu'il ne peut pas être puni parce qu'il applique la loi et s'est engagé à lutter contre la corruption dans l'appareil d'État de la Guinée-Bissau. Le 7 février, la CEDEAO a publié une liste des noms de 19 personnalités politiciens et magistrats bissau-guinéens, ainsi que le fils du président, José Mario Vaz, accusé d'avoir rendu difficile le respect de l'accord de Conakry. Cet accord est un instrument politique proposé par l'organisation sous-régionale africaine pour mettre fin à l'impasse politique en Guinée-Bissau. Nouamenkeli Bissau.
RFM. Direction la Côte d'Ivoire où Affi N'Guessan se dit favorable à la suspension des élections sénatoriales. Le leader de la faction FPI dénonce une violation de la loi par le président Alassane Ouattara dans la programmation du scrutin. Les élections sénatoriales sont prévues le 24 mars et auront lieu pour la première fois en Côte d'Ivoire. Information BBC Afrique. De la politique toujours en Sierra Leone cette fois-ci où le candidat de l'opposition est en tête de la présidentielle du 7 mars dernier. Julius Mada devance légèrement celui du parti au pouvoir, une annonce de la Commission électorale nationale. Le second tour doit être organisé le 27 mars. Anna Rocha, on se rend en Allemagne pour boucler ce tour d'horizon de l'actualité internationale. L'Allemagne où Angela Merkel a été réélue chancelière par le Bundestag, les députés allemands lui accordent ainsi un 4e mandat à la tête du pays sur 688 votes valables. 364 parlementaires ont voté en sa faveur selon Radio France Internationale. Anna Rocha, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Nous allons commenter aux alentours de 12h30 le nouveau taux de croissance du Sénégal, 7,2% avec deux économistes. Ce sera donc dans quelques instants. RFM Sport. Cher Tidiane Diagne, rebonjour. Rebonjour à vous, Antoine. Les lutteurs en activité sont à la rescousse de l'acte de guerre de... Ils demandent tout simplement la clémence du CNG de lutte qui a eu à leur avis une main lourde après la suspension de l'acte de guerre numéro 2 pour écart de conduite. 1 an, il a été suspendu. Donc, nous allons écouter Khadim Gadiaga, le président de la dite association. Cette décision est un peu sensible pour nous, l'association des lutteurs en tant que telle. Mais l'acte de guerre 2, peut-être qu'il a parlé sur le feu de l'action en attaquant le gouvernement, le CNG, les forces de l'ordre, les arbitres et tout le monde. Mais nous demandons aux membres du CNG d'être un peu cléments parce qu'un an de suspension c'est un peu lourd. Donc nous demandons leur clémence de pardonner en tant que leur fils parce que peut-être qu'il a fauté. Il a eu une sanction pécuniaire de 7 millions. C'est suffisant pour moi. Donc, 1 an sans lutter, c'est un peu dur. Donc, nous demandons au président Alioune Sarr et aux membres du CNG de diminuer 1 an de suspension, c'est un peu lourd, pour qu'il puisse continuer à exercer son travail. Cher Tidiane Diagne, les Lions du football jouent ce soir le Maroc en match amical. C'est à partir de 17h au centre technique Jules-François Bokandé de Toubab Dialaw. Les protégés de Silatsa croisent au premier tour des qualifications à la CAN Ghana 2018, l'Algérie le 4 avril à Dakar avant de se déplacer le 10 du même mois à Alger. L'équipe vainqueur de cette double confrontation croise au deuxième tour le vainqueur de l'autre confrontation devant opposer la Libye à l'Éthiopie. Préparation de la Coupe du monde de football. Le Sénégal boucle la liste de ses sparring partners. Il s'agit de ces nations que les Lions vont croiser en match amical international, respectivement Ouzbékistan, Bosnie-Herzégovine en mars, puis le Luxembourg en mai. Enfin, la Croatie et la Corée du Sud en juin. C'est bien des adversaires qui collent au style des adversaires des nations de poule que le Sénégal doit donc croiser. Ce sont là les propos de Serine Saluga, entraîneur de l'équipe nationale locale. Ce qui est important dans ces matchs amicaux, déjà d'abord, il faut rechercher un peu ces matchs amicaux. Et deuxièmement, comme on dit, et c'est pas tout le temps, les nations ne sont pas tout le temps faciles à avoir. Deuxièmement aussi, ce qui est important dans les matchs amicaux, c'est voir où ton équipe en est, comment tu travailles et comment tu dois te projeter pour rectifier un peu les éventuelles choses que tu dois avoir dans le match. Donc par rapport, je pense, si on prend son approche, c'est vrai, des nations qu'on doit jouer. Mais ce qui est important pour moi, un peu, c'est la constante, c'est l'équipe. La constante, c'est nous. Nous aussi, on doit mettre en place notre façon de jouer. On doit mettre en place notre système sur le plan, que ce soit sur le plan défensif ou offensif, nos stratégies. Et là, je pense qu'elle soit l'adversaire sur ça. Donc ça ne dépend pas de nous. Mais deuxièmement, l'idéal aussi, comme on a dit, Corée. Heureusement qu'on a Corée qui colle un peu au Japon, qui est un football très vif, très vivace, des jeux pas trop forts morphologiquement. Et je pense que ça peut être, c'est un bon atout. Ça va être un bon atout pour le Sénégal. Donc il va
il va plus ou moins un peu se mesurer à cette vivacité par rapport à nous qui ont plus ou moins cette vivacité et plus ou moins cette arme sur le plan physique. Donc je pense que c'est de bons matchs comme on dit. L'idée aurait qu'on est semblable aussi aux autres nations, que ce soit la Colombie, une équipe sud-américaine qui sont très bons ballon au pied, qui sont très agressifs, très costauds. Je pense que l'idée serait ça, mais comme je l'ai dit, si on n'a pas cette posture d'avoir ce genre de match, je pense que l'essentiel aussi de se concentrer sur soi-même. C'est important, au niveau de l'adversaire est extrêmement important, mais je pense que ce que tu produis, où tu vas amener ton équipe aussi c'est important. Donc dans cette ordre, je pense, quels que soient les adversaires, ça peut être un atout pour l'équipe. Cher Tidiane, avec beaucoup d'enthousiasme, Génération Foot peut bien mettre fin à plusieurs années de traversée du désert de nos clubs en Afrique. Notez que la GIA est la dernière formation à avoir franchi la phase des groupes il y a de cela une décennie et plus même, ce qui est dans les possibilités de Génération Foot de mettre fin, disons, à cette malédiction. Génération Foot qui accueille Oroya Athletic Club de la Guinée samedi à Dakar. Et là, ce sont les propos de Moustapha Seck, il est le coach de Sumba FC, un autre club guinéen. Il a été interrogé par Sodakia. Je pense qu'ils ont eu un comportement très honorable ici en Guinée. Génération Foot a joué un match tactiquement discipliné. Je pourrais même dire à la limite qu'ils ont trop respecté l'adversaire parce que les rares moments qu'ils ont eu à garder le ballon, ils ont créé quelques difficultés à l'adversaire. Mais c'était normal compte tenu quand même du vécu que l'adversaire avait par rapport à eux. Parce que quoi qu'on puisse dire, Réa, ce n'est pas une petite équipe, donc ils ont eu à connaître la Ligue des Champions. Génération Foot, c'est une première expérience. Réa n'a pas marqué des buts organisés, travaillé ce jour-là, donc c'était sur caféage. Par contre, on a eu une très bonne organisation de Génération Foot sur le plan tactique, surtout sur le plan défensif. Et même en première période, il y a eu des occasions que Génération Foot aurait pu exploiter parce que à maintes reprises, ils ont eu des situations d'attaque rapide. Mais malheureusement, la fixation dernière passe qui a fait défaut, il y a eu un peu de précipitation. Mais disant eux, il suffit tout simplement de marquer un but et de passer. Génération Foot a toutes les possibilités, donc toutes les qualités aujourd'hui pour passer ce tour, ce qui serait très bien pour le football sénégalais parce que il est temps quand même que l'indice 2 représentant au niveau de la Ligue africaine de football pour le Sénégal soit ramené. Et Génération Foot aujourd'hui a les capacités de nous ramener ce deuxième participant. Voilà, à l'instant donc Moustapha Seck, qui fut entraîneur ici au Sénégal avec des clubs sénégalais qu'il a entraînés et qui monnaient maintenant son talent ailleurs en Guinée. Et puis Antoine, nous allons terminer avec les 16e de finale de la Coupe du Sénégal de football. Ce mercredi, entre autres rencontres, Diambar Linguère à 16h au stade Fodewad, à Massensen à Fatick 16h, Diamano de Fatick accueille AS Pikine qui occupe seule la place de leader de la Ligue 2. À Cameroun 16h ce soir, Cameroun, club de National 1 qui croise ses SAD, c'est un club de division régionale. La fin est prévue pour demain. Les 8e de finale, retour la Ligue des Champions clôturée ce soir. Un match à suspense au Camp Nou entre l'FC Barcelone et Chelsea. À l'aller, Blaugrana et Blues s'étaient neutralisés un but partout. L'autre rencontre dont le sort est presque scellé oppose Beşiktaş, un club turc, au Bayern de Munich. À l'aller, 5-0 pour les Allemands, sont déjà passés pour les quarts de finale. Manchester City, Liverpool, Juventus, Roma, Real Madrid et Séville, vous faites le calcul, chacune de ces nations a déjà placé 2 équipes. Cher Tidiane Diagne, merci. RFM, la chronique du jour. Aujourd'hui, le regard de notre chroniqueur sur notre sport national. La lutte intéresse Mbaye Sidi Mbaye. Permettez encore une incursion dans la lutte. Notre sport national, précisément, la lutte avec frappe. Celle qui fait la légende, qui fait gravir aux champions l'escalier social. Mohamed Ndao Tyson, l'homme par qui la prospérité a visité les arènes. La télévision ivoirienne lui a consacré un long entretien, il y a quelques mois, pour le présenter comme une véritable star. De même Yekini sur les écrans français, symbole de réussite dans ce sport de chez nous, vanté à travers le monde. La lutte avec frappe est un sport de combat, violent mais esthétique, nécessitant l'alliance de l'engagement optimum musculaire et technique. Impérativement alors, le champion de lutte avec frappe doit être intelligent. Cette obligation crée la lucidité d'un bout à l'autre de l'épreuve, de la confrontation et permet la vision stratégique.
Le lutteur modulo n'est pas surnommé Kharagne par hasard. Il adapte toujours ses combats au gabarit, à la puissance physique et à l'intelligence technique de son adversaire. C'est ce qu'on appelle le respect de l'autre. On le bat parce qu'on a trouvé sa faille et non parce qu'on est invincible. On n'est jamais plus fort que son challenger avant le moment fatidique. Votre différence de poids, de taille, en votre faveur, votre palmarès avantageux et même des pronostics unanimes peuvent s'écrouler comme un château de cartes. Le combat de dimanche dernier entre Sathiès et Boyang l'illustre à suffisance. Le premier nommé semblait convaincu de gagner sans coup férir. Comme l'avait prédit le technicien Moustapha Gueye, il s'est lancé dès le coup de sifflet à l'assaut conquérant de Boyang qu'il a laissé venir et s'embourber dans le piège qui l'attendait. Touché dans son orgueil, Sathiès a cru pouvoir pulvériser son outsider avec des coups désordonnés qui ne balayaient que du vent et qui ont même déséquilibré leur hauteur. La cause majeure de la défaite de Sathiès, c'est son manque de respect pour Boyang, à qui il n'a pas accordé la dignité de l'adversaire. Le sport est une école de modestie qui nous apprend à perdre sans haïr le vainqueur et à gagner sans mépriser le perdant. C'est la vraie signification de la vertu sportive. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Georges Dekediop. Le rapport 2016 de l'ARMP continue de faire débat. Le directeur général parle dans l'Observateur. Saher Niang dit ses vérités. Son bilan à la tête de l'autorité de régulation des marchés publics, ses limites et regrets au centre de l'entretien accordé à l'Observateur. Morceau choisi à la page de titre du journal, Saher Niang confie qu'aucune autorité, ni de l'ancien régime, ni de l'actuel, n'a jamais donné de consignes, d'ordre ou d'instructions à l'ARMP. Le traitement sensationnel des audits suscite selon lui l'énervement de certaines autorités contractantes. Il ajoute que la revue des marchés publics n'a pas pour objectif de mettre quelqu'un en prison. Saher Niang déclare aussi qu'on lui prête beaucoup d'intentions et on dit trop de choses sur lui. Des audits de l'ARMP aussi. Et pour 2016, Libération fait état d'un banditisme à l'inspection d'académie de Dakar. Selon le journal, le rapport de l'ARMP a révélé des faits de délinquance notoires. Et ce sont des fournisseurs qui sont au cœur d'une mafia qui régnait sur les demandes de renseignements et de prix. C'est ce qu'indique en tous les cas le journal. Mais à la lecture de la une de Libération, c'est l'extradition de terroristes présumés qui retient l'attention. Le journal révèle que le président de la République a signé un décret autorisant l'extradition vers le Maroc de 2 terroristes présumés après avis favorable de la chambre d'accusation de la cour d'appel. Il s'agit de ressortissants marocains supposés liés à l'État islamique et interceptés en mars 2017 à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui au palais de justice de Dakar, le procès Imam Ndao et compagnie, les Échos en parlent. Cela à la faveur d'une rencontre des présidents des cours suprêmes des pays du Sahel. Ils se sont réunis pour donner des recommandations qui concernent les militaires et officiers de police judiciaire, mais également les magistrats chargés de juger les présumés djihadistes. Le document parcouru par les Échos est sorti à la veille du procès de Imam Ndao et compagnie. En politique, l'AS remet au goût du jour les désaccords sur le processus électoral et révèle que Macky Sall va arbitrer demain jeudi. Le président Sall va recevoir les différents acteurs impliqués dans le cadre des concertations sur le processus électoral. Mais déjà, l'AS nous apprend que l'État veut procéder à la baisse de la caution à l'occasion de la prochaine présidentielle. Reste donc à savoir ce qu'il en sera pour les questions liées au parrainage, au bulletin unique et à la désignation de l'organe chargé d'organiser les élections. À l'écoute donc de Macky Sall qui est en Gambie. Le Soleil se fait l'écho de sa visite à Banjul et fait savoir que 6 accords ont été signés. Autre fruit de la visite, le quotidien gouvernemental nous apprend que des patrouilles mixtes sont prévues contre le trafic de bois. En économie, toujours dans le quotidien Le Soleil, le taux de croissance du Sénégal en 2017 qui devrait s'établir à 7,2%. Problème cependant, dans Source A, des économistes, Khadim Bamba Diagne et Chérif Salif Si, démontent le taux de Amadouba. Selon mon confrère, ils ont utilisé des mots durs contre le taux de l'argentier de l'État qu'ils assimilent ni plus ni moins à une hérésie
et en trompe-l'œil parce que, selon eux, les Sénégalais sont affectés aujourd'hui plus qu'hier. Précision du secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Bassirou Sambagnas. Il confie que les changements dans le domaine macroéconomique, la confiance des partenaires financiers, les réalisations socio-économiques entre autres constituent les leviers de cette croissance. Quant à Serigne Moustapha Sen, directeur de la planification et des études économiques, il déclare que les chiffres reflètent la réalité. Dans le journal Le Quotidien qui traite du sujet, Moustapha Sen ajoute que les chiffres ne sont pas inventés. Cela après que le professeur Moustapha Kassé a relevé que le secteur textile est atteint et que Amadou Ali Bokoum du privé a constaté que les chiffres ne reflètent pas la réalité des entreprises. À la une de Enquête, la révolte des élèves. Série de manifestations sur le territoire national, boycott des compositions. Enquête informe que depuis quelques semaines, des quatre coins du Sénégal, la révolte des élèves s'intensifie et le mot d'ordre reste le même. Nous voulons étudier. Sport à la une de Stade Corée du Sud Sénégal en Autriche, match amical prévu le 11 juin. C'est pour préparer le mondial russe. Famara Diédiou, y sera-t-il? Dans Stade, il déclare garder espoir de revenir. Record, lui, s'intéresse à la Ligue des Champions et au match Barça-Chelsea ce soir à 19h45. Les Blues pour l'exploit au Camp Nou selon Record. Lutte avec frappe, le cri du cœur de Double S dans Sunulamb. Pour lui, ses fils Balagaï 2 et Sathiès doivent l'écouter. Selon Double S, Sathiès est responsable de sa défaite. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Deux économistes, deux universitaires pour commenter le nouveau taux de croissance du Sénégal. Ils sont en ligne. Meissa Babou, économiste enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour. Bonjour. Professeur Thierno Thioune, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence titulaire à l'UCAD, directeur des études du Centre de recherche et de formation pour le développement économique et social. D'abord, Meissa Babou, le taux de croissance du Sénégal est passé de 6,8% à 7,2% en 2007. Les secteurs qui ont porté cette croissance, c'est le tourisme d'affaires, les transports également, et les télécommunications, entre autres. Est-ce que ce taux de 7,2% cadre avec la réalité économique du Sénégal? Si on regarde, en tout cas, les bons qui ont été effectués par le Sénégal depuis 2013, année où quand même le pétrole est tombé à un prix très bas, on se rend compte effectivement que nos économies dépendantes ont connu une amélioration de leur croissance. Et ça, c'est en fait toute l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal en a profité et depuis lors, avec une pluviométrie assez favorable, nous sommes quand même parvenus à un taux de croissance assez stable. Parce que tout compte fait, l'essentiel de l'environnement du business sénégalais est un environnement favorable. Et je crois que porter un taux de 7%, là où la Côte d'Ivoire peut-être depuis 4 ans est même parvenu à 9 à 10%, oui. Je crois que oui, le Sénégal quand même, par rapport en tout cas à toutes ces variables positives, quand même peut bien effectivement avoir un taux pareil. Très bien. Alors, professeur Thierno Thioune, 7,2%, taux de croissance bien crédible et qu'on peut considérer de réel. Alors Antoine, oui. je suis un peu dubitatif. Oui. Le taux de croissance qui se chiffre à 6,8% aujourd'hui s'est établi à 7,2% à la faveur d'un embelli du secteur primaire et tertiaire. Note quand même des dysfonctionnements dans le secteur tertiaire, qui est en perte de vitesse et qui, si on ne prend pas garde avec des investissements massifs, va inéluctablement vers le déclin, c'est-à-dire va s'éteindre. Maintenant, ce taux de croissance de 7,2% me laisse perplexe et dubitatif sur son impact, n'est-ce pas, dans la vie économique de nos concitoyens. Oui, beaucoup le disent. Oui. Oui. Et comment faire justement pour que cette croissance soit bien ressentie par nos compatriotes? Alors, si on regarde un peu pour le Sénégal, vous savez, ce qui fait un peu
un impact positif d'une croissance, c'est une augmentation du niveau d'emploi, n'est-ce pas, qui se répercute et puis que tout le monde connaît ce qu'on appelle les études de l'économie, avec des niveaux élevés d'emploi, il y aura des niveaux de richesse et la croissance va repartir. Mais si on prend le Sénégal, qui est un pays avec des exportations qui dépassent rarement les 10%, des niveaux d'importation à hauteur de 22%, il y a quelque chose qui ne marche pas si on y regarde. Et là, je dois quand même convoquer une analyse faite avec beaucoup de pertinence par le professeur Moustapha Kassé, qui disait qu'en sciences économiques, on n'a jamais vu un pays qui s'est développé à partir des importations. Et ces importations, si on y regarde de près, vous regardez que c'est pratiquement de la friperie. Donc, naturellement, ce taux de croissance de 7,2% qu'on chante n'est pas très réel. Très bien. Alors, Meissa Babou, cette belle embellie, on peut l'appeler ainsi, ne se répercute pas sur le quotidien de nos compatriotes. C'est ce que vient de dire d'ailleurs le professeur Thierno Thioune. Vous êtes d'avis avec ceux qui pensent ainsi? Meissa Babou? Meissa Babou n'est plus en ligne. Donc on va... Oui. Je vous entends très bien. Très bien. Alors, je disais donc cette belle embellie ne se répercute pas sur le quotidien de nos compatriotes. Vous êtes d'accord avec ce qu'ils le pensent? Oui, je salue d'abord mon jeune frère Thioune, mon jeune collègue. En fait, le problème c'est que on n'a pas une économie qui n'est pas équilibrée. Si on regarde de près les pourcentages qui composent ce taux de croissance, effectivement, c'est le secteur financier, le téléphone, les mines, là où, en fait, les Sénégalais ne sont pas très présents. Nous sommes à 70% un peuple de pêche, d'agriculture et d'élevage. Par conséquent, si on doit penser à la répartition de cette croissance, il n'y a pas le caractère, en fait, inclusif. Ce qui est extrêmement regrettable, et ça c'est le commun de toutes les économies d'Afrique, en tout cas de l'Ouest. Oui. Par conséquent, ça veut dire qu'il y a des efforts à faire dans les domaines qui concernent beaucoup plus de Sénégalais. En d'autres termes. Si on avait mis l'accent aujourd'hui sur l'autosuffisance alimentaire. Oui. Mon jeune collègue parlait tout à l'heure, M. Thioune parlait tout à l'heure d'importation. On aurait gagné 600 000 tonnes de riz importé. On est peut-être à 60-70% de pommes de terre et d'oignons. Donc, là où, en fait, l'État devrait mettre l'accent pour une émergence, ou en tout cas une sécurité même alimentaire chez nous, et qui boosterait des secteurs où, tantôt j'ai dit, il y a au moins 70% des Sénégalais, c'est là où peut-être l'orientation économique de l'État n'est pas très bonne. Et nous pensons aujourd'hui que avec de l'arachide qui nous brûle les mains, il fallait peut-être penser aussi à réorienter ces agricultures-là dans d'autres segments de production qui apporteront plus de valeur ajoutée. Donc c'est le caractère un peu extraverti d'une part, parce qu'en fait 80% de cette économie ne nous appartient pas, mais deuxièmement, c'est en fait le manque d'équilibre dans le tissu économique sénégalais qui fait qu'effectivement les Sénégalais ne sentent pas cette croissance économique, et qui profitent parce que tout ce qu'on dit là c'est du bénéfice. Très bien. Ce bénéfice ne nous appartient pas, appartient à ceux qui l'ont produit. Sans doute. Et ces gens-là sont des étrangers. Merci. Donc il va de soi que quand même, on ne va pas ressentir les effets positifs de cette croissance. En tout cas, merci Meissa Babou, économiste enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. On termine avec vous, professeur Thierno Thioune. Une économie extravertie, c'est le cas de le dire. Est-ce qu'on peut aspirer à une croissance à 2 chiffres d'ici 2 ans avec les découvertes de pétrole et gaz? Mais bien entendu, Antoine, vous savez, toujours les ressources pétrolières sont toujours des ressources qui vont donner une bonne santé économique à tous les pays, à tous les pays qui les découvrent. Donc le Sénégal projette ses premiers barils en 2022 ou 2023, donc ce serait toujours un point de plus pour le Sénégal. Mais ce qu'il faut peut-être corriger pour pouvoir quand même avoir une croissance à 2 chiffres et que ça se répercute sur l'économie interne, c'est-à-dire la vie des concitoyens sénégalais, c'est peut-être faire
intégrer davantage et faire participer ce qu'on appelle le secteur privé national. Mais il faut dire que aussi, ce patronat puisse quand même se doter quand même des moyens et avoir des niveaux de compétitivité en termes de qualité et de prix des produits qu'il produit. Oui, mais que l'État aussi améliore l'environnement économique pour le privé national. C'est important. Mais bien entendu, Antoine, c'est le rôle de l'État quand même, de mettre le cadre réglementaire macroéconomique propice à l'investissement privé national. Mais aussi, il faut que ce patronat-là soit au niveau des standards pour pouvoir quand même compétir sur les mêmes projets, sur les mêmes marchés, c'est-à-dire avec les autres entreprises privées étrangères. Mais ce que je voudrais quand même relever et qui est important à ce niveau, c'est qu'actuellement le Sénégal, et dans tous les secteurs que vous prenez, il y a la présence massive, n'est-ce pas, de capitaux privés étrangers. Oui. Et pour preuve, il y a plus de 100 entreprises françaises qui sont présentes sur le sol sénégalais, avec 12 000 emplois et qui font le quart du PIB et des recettes fiscales. Donc, vous voyez un peu, le secteur privé national est mis en rade et mis à côté, ce qui fait que donc, toute cette croissance constante ne reste pas dans le pays et ne passe pas. Très bien. D'autant plus que nous sommes vraiment ouverts sur l'océan, mais on est peu, n'est-ce pas, ouverts à l'intérieur du pays. Donc, le commerce intra-pays, intra-régional n'est pas très propice à ce développement, à ces regains de croissance. Merci beaucoup, professeur Thierno Thioune, maître de conférence titulaire à l'UCAD, directeur des études du Centre de recherche et de formation pour le développement économique et social. C'est fini pour Point de vue, c'est fini également pour cette édition. Le rappel de quelques titres. La Cour d'appel de Paris rejette la requête de l'État du Sénégal. C'était pour la confiscation des biens de Karim Wade. Les avocats de l'ancien ministre d'État crient victoire, mais pour les avocats de l'État, cette décision de la justice française ne remet nullement en cause celle de la justice sénégalaise. Imam Alioune Badara Ndao et ses co-accusés à la barre. Ils sont jugés dans une affaire présumée terroriste. Ils seraient de connivence avec des milieux djihadistes. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Serine Salioudem, réalisation El Hadj Ndiogoudienne. À 13h, la grande édition en Wolof avec Mamadou Mohamed Ndiaye. Tout de suite, c'est Dialgat Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.